Bonsoir chers amis, je remercie le ciel de me faire l'honneur de ce moment avec vous pour partager à la fois un regard sur une partie des constats, mais surtout des pistes d'action et j'espère d'espérance. Les constats d'abord. Cette soirée est particulièrement intéressante avec cette succession de points de vue au sens propre différents nous donne une carte de ce qu'est aujourd'hui notre France après ces trois années de loi Taubira, mais toutes ces années catastrophiques de Taubira, mais aussi Peillon, Najat, Touraine, Valls, tous fossoyeurs de notre terre de France, filles aînées de l'Église, fossoyeurs de notre jeunesse et de notre avenir. En quoi spécialement sont-ils fossoyeurs de notre jeunesse? C'est ce point que je voudrais développer avec vous. Eh bien parce que son existence même est menacée. Je ne reviendrai pas précisément sur la PMA, la GPA dont on a déjà parlé, mais sur la naissance en général. Si l'on choisit aujourd'hui, en 2016 en France, de mettre au monde un enfant, on le fait malgré l'État, qui étouffe les familles, alors que nos impôts devraient servir à soutenir l'accueil de la vie des générations qui nous succéderont, dans une saine transmission d'identité. Eh bien, ils servent à organiser la venue de ceux qui les remplaceront. Et plus que jamais, les héros d'aujourd'hui, comme disait Charles Péguy, sont les pères et les mères de famille. Car fiscalement, culturellement, tout est fait pour les décourager. Dans le budget d'une municipalité, par exemple, lorsque vous cherchez les aides aux familles, vous les trouvez le plus souvent dans les lignes qui sont dédiées aux crèches et aux accueils collectifs. La logique socialiste est partout. La plupart des mairies dites de droite en sont totalement imprégnées. Nous pouvons en témoigner. Danger sur l'existence de notre jeunesse aussi, car dès les premiers instants de sa vie, l'enfant est considéré comme l'ennemi à abattre. Ce n'est pas nouveau, nous l'avons vécu nous aussi, mais la majeure partie de l'éducation affective et sexuelle repose sur le danger de la grossesse, au même titre que les maladies sexuellement transmissibles. Si l'enfant voit le jour, il a donc déjà de la chance. Toute une génération se considère comme survivante à l'avortement. Pourquoi moi et pas celui qui est venu avant moi ou après moi et que mes parents n'ont pas gardé? Le syndrome du survivant, vous connaissez? Il ne frappe pas que les survivants du Bataclan, mais aussi les survivants de l'avortement. Si elle a survécu donc, cette jeunesse est ensuite entourée de messages mortifères. Mortifères pour son corps, son esprit et son âme. Je n'évoquerai rapidement que le domaine culturel et plus précisément peut-être la littérature jeunesse que je connais le mieux et qui me passionne. Si vous saviez la manipulation grossière, lourdingue ou très sournoise dont sont truffés certains albums et romans destinés aux enfants et aux adolescents, j'insiste sur le fait qu'il y a aussi une excellente création contemporaine en littérature jeunesse avec d'excellentes plumes et des illustrateurs magnifiques qui se mettent au service des enfants. Mais je vous parle là des plus mauvais, malheureusement ils sont nombreux. Ils banalisent les comportements déviants, le suicide, l'euthanasie, les rapports sexuels très précoces. Ils donnent une vision de notre histoire fausse, salie par l'autodérision qui fait beaucoup de mal. Elle est manipulée, culpabilisante, relativiste. Nourri de ce lait empoisonné, l'adolescent qui atteint l'âge où l'on construit sa propre identité pour mieux partir explorer le monde, eh bien il est perdu. Ses propres pistes de construction personnelle sont soit introuvables, soit bouchées, bornées, soit déviées vers des abîmes. Et là, je reviens directement au bilan de la loi Taubira. Ce qu'on lui doit sans doute principalement, c'est d'avoir complètement désorienté les jeunes dans leur recherche d'identité. Beaucoup atterrissent dans les bureaux d'éducateurs en se demandant s'ils sont homo ou pas. Est-ce que je dois essayer, madame, pour vérifier? Paumés face à des éducateurs le plus souvent aussi paumés qu'eux, ils finissent par douter complètement d'eux-mêmes, de l'avenir et de la société. C'est dans des aventures sans lendemain qu'ils se cherchent et qu'ils se perdent le plus souvent. Quelle lourde responsabilité
pour ceux qui y contribuent activement et pour ceux qui, par lâcheté, laissent faire. Face à cela, aujourd'hui, je vois des antidotes puissants. Que chacun se place ferme et avec une pensée lisible aux portes de son territoire d'autorité. Les pères de famille, les mères, les directeurs d'école qui soutiendraient leurs enseignants, enfin, encouragés aussi par des associations de parents d'élèves jouant vraiment leur rôle, libérés du bâillon qui les muselle depuis des décennies que vous avez certainement vécu. Au nom du sacro-saint, les parents n'ont pas à se mêler de pédagogie dans l'école. Je n'insiste pas, je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Vous savez, chers amis, si chacun reprenait toutes les commandes de son propre territoire, cela pourrait aller très vite, car c'est un état d'esprit de résistance. Je pense aux élus et notamment aux maires. Il faut être réaliste, le système actuel est fait pour verrouiller les résistances. Le système des partis et les mécanismes de fonctionnement entre les instances de décision qui sont tous interconnectés. Le maire n'est pas vraiment libre. Personne n'a vraiment les coups des franches pour agir. D'accord. Mais ce n'est pas une raison pour se coucher. Et si chacun, quel que soit son statut, se porte aux frontières de son domaine d'action reconquis, fièrement, solidement campé aux frontières de ce territoire pour dire stop, on ne passe pas, on n'entre pas là avec des bottes crottées de l'idéologie mortifère, marxiste, relativiste qui tue l'avenir. Et quelle occasion manquée que le court moment après l'entrée en vigueur de la loi Taubira il y a 3 ans. Rappelez-vous, la loi entre en vigueur, les premiers couples de même sexe arrivent aux portes des mairies. Et là, les maires se retrouvent isolés. Et s'ils avaient été tous unis dans ce moment de résistance à la loi, au lieu de se retrouver à avoir cette décision à prendre très seul avec toutes les menaces dont nous parlait tout à l'heure Xavier Lemoine. Nous avons beaucoup souffert, nous, de voir cela, et de manière très proche à Versailles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le premier couple est arrivé, le maire a délégué le mariage à une adjointe complaisante, mais surtout, ce qui comptait, le plus important, c'était que les Versaillais ne le sachent pas. Ça, c'est important, parce que c'est pas très bon pour le vote catho. Quelle lâcheté, c'est là que nous avons pu mesurer combien dans une action, il y a le temps du combat et il faut toujours avoir ce coup d'œil d'avance sur l'étape suivante pour ne pas se retrouver seul. J'abrège, mes amis, parce que dans ces combats lourds, pour nous porter aux frontières de nos domaines d'autorité, nous devons oser sortir de nos zones de confort. Ça, c'est un point que je voulais aborder avec vous, qui me semble très important. Parce que nous avons nos zones de confort, y compris dans le combat. Je ne sais pas si vous l'expérimentez, je pense que c'est à chacun de nous de replacer son propre curseur régulièrement. Il est à remarquer qu'il y a un certain plaisir, pour ceux qui aiment les combats d'idées, comme nous, qui aiment les grands rassemblements, à pousser un bon coup de gueule ensemble. N'est-ce pas, Karim ? On se réchauffe au brasier de la lutte, c'est légitime, c'est humain, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Pour aller cueillir la noix de coco, on est bien obligé de monter là où le vertige commence à nous gagner, là où la chute peut être mortelle, là où du bas on ne nous voit plus très bien, mais c'est pourtant là-haut que se trouve le fruit. Il faut aller jusqu'au bout. C'est trop facile de répondre aux critiques en disant quoi, vous me reprochez de ne pas m'être battu alors que j'ai renoncé à ceci, à cela, alors que j'ai fait ceci et cela. Oui, cher ami, mais tu n'étais pas là dans les dernières lignes du combat, là où on se retrouve un peu seul entre les lignes de tir, là où on reçoit vraiment les prunes, j'allais dire, y compris dans le dos. On est tous bien placés pour le savoir, parce qu'en fait, c'est dans ces derniers pas-là que l'on va cueillir le fruit. Ça, il me semble que c'est assez important, cette affaire de zone de confort. Pensons par exemple aux primaires des Républicains, véritable bal des lâches. Honneur à Jean-Frédéric Poisson, qui est le seul à tenir sur l'abrogation dans ce cadre-là.
Elles sont peu nombreuses, ces personnes dotées du talent rare d'emmener les hommes et les femmes d'un pays plus haut, plus loin. Aujourd'hui, que trouvons-nous? Nous ne trouvons que des boutiquiers qui ont tout lâché. Mais ont-ils vraiment un jour profondément tenu à quelque chose? Je me pose la question. Honneur donc à tous ceux qui sont présents ce soir pour exiger l'abrogation de la loi Taubira. Alors oui, osons sortir de nos zones de confort intellectuelles, affectives, d'image personnelle, zone de confort financière aussi. Comment se sentir libre quand on ne vit que de ses indemnités d'élus? Pour gagner ce combat temporel, notre pays a besoin de nous, de nos sacrifices. Ne perdons jamais l'espérance, celle qu'a chantée Charles Péguy, nourrie par l'assurance que la force nous est donnée par tous ceux qui, de là-haut, veillent sur nous et sur la France. Ce combat temporel est aussi un combat spirituel, mais pour obtenir de l'aide, n'oublions pas de la demander. Cette espérance est bien vivante, notamment au cœur de milliers de jeunes qui ont besoin qu'on leur montre les caps et que pour eux, nous nettoyons les écuries de Gias. Je vous remercie.